Légendes urbaines. Ici Olivier Roy-Baillargeon, bienvenue à ce nouvel épisode de Légendes urbaines, le balado de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal. Chaque épisode de Légendes urbaines part d'une idée reçue et tente d'en révéler les racines, de distinguer ce qui relève du mythe et de la réalité, et de conclure en offrant une perspective plus éclairée sur le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions essentielles pour comprendre l'action collective à l'échelle locale. Les municipalités québécoises sont-elles dépendantes de la taxation foncière? Sont-elles condamnées à croître, voire à s'étaler? Sinon, par quels autres moyens peuvent-elles financer leurs infrastructures et leurs services à la collectivité? Que font-elles concrètement en matière d'écofiscalité et de lutte contre l'étalement urbain? Pour voir plus clair dans tout ça, j'ai pris le temps d'en discuter avec Fanny Tremblay-Racicot, professeure en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique à Québec et directrice du Centre de recherche sur la gouvernance. Fanny est une jeune professeure dynamique, formée en sciences politiques et en études urbaines et très présente dans l'espace public sur les questions d'aménagement et de transport durable. Ses activités de recherche portent sur les réformes institutionnelles, les instruments de politique publique et les stratégies de gestion permettant d'atteindre des objectifs de développement urbain durable. C'était donc la personne tout indiquée pour discuter d'écofiscalité et des pouvoirs des municipalités québécoises en matière de tarification, de taxation et d'instauration de redevances réglementaires. Voici donc notre conversation fascinante sur le sujet. Bonne écoute! Salut Fanny, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. On a envie de défaire avec toi l'idée reçue, la légende urbaine selon laquelle les municipalités québécoises sont dépendantes de la taxation foncière. Qu'autrement dit, elles n'ont pas le choix d'ajouter des maisons, des industries, des commerces sur leur territoire, parce que leur seule vraie manière de se financer, c'est de croître. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai ça, ou il y a de l'exagération derrière cette affirmation? Bien, c'est vrai qu'il y a un fort incitatif pour les municipalités que d'augmenter l'assiette fiscale sur leur territoire, parce que c'est sûr que ça augmente leurs revenus à court terme, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les études qui sont intéressées entre le lien entre le taux de taxe foncière et l'étalement urbain ont trouvé qu'il n'y avait pas de corrélation. C'est-à-dire que dans les villes où ils dépendent moins de la taxe foncière pour le financement, ils s'étalent tout autant. Donc ça, on va mettre ça sur les cartes sur table directement. Mais c'est sûr que c'est un incitatif. Puis souvent, les municipalités, ils ne réalisent pas qu'à court terme, oui, ça va apporter une nouvelle inscription au rôle foncier. Ça va amener une nouvelle source de revenus. Mais il y a aussi beaucoup de coûts en infrastructure pour accueillir ce développement-là. Routes, aqueducs, égouts. Puis lorsque c'est du développement résidentiel, ben il y a des services aux citoyens aussi. C'est pas juste le service à la propriété. Donc, sécurité publique, aréna, bibliothèque et tout ça. Donc, il y a vraiment des coûts qui sont associés à ces nouveaux projets-là. Puis les municipalités, souvent, ils se trouvent à y perdre au change. Là, ça coûte davantage que ça leur rapporte. Puis en plus, ben les infrastructures municipales, il faut les entretenir. Donc, ça fait un peu une spirale là, vers le fait que les municipalités sont dans les situations financières qu'on se retrouve aujourd'hui. En essayant de s'enrichir, elles s'enrichissent rapidement à court terme, mais elles s'endettent de plus en plus à long terme. On peut dire ça, oui. Puis la question, c'est qui doit payer pour les services? Et puis c'est là que l'écofiscalité entre en ligne de compte. La définition de l'écofiscalité, ça contient aussi le principe d'utilisateur-payeur. Mm-hmm. Donc, plus on consomme d'infrastructures, plus on consomme de ressources, plus on paie. C'est qu'on internalise les externalités négatives dans le prix. Donc, ça fait en sorte que ça modifie les comportements des usagers. Par exemple, on aurait la possibilité, comme municipalité, de faire porter par soit les citoyens résidents, soit les promoteurs immobiliers qui font ce développement sur leur territoire, une partie des coûts que la municipalité doit assumer d'habitude pour les infrastructures, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Les coûts publics du développement, les coûts publics de la pollution et tout ça, c'est internalisé, puis ça permet de modifier le comportement des usagers ou des utilisateurs. Donc, au Québec, il y a 3 manières dont les villes peuvent utiliser ces pouvoirs-là en matière d'écofiscalité. Il y a la tarification des services,
La tarification variable des déchets, par exemple, ou la tarification variable de l'eau va faire en sorte que les gens vont moins polluer, vont générer moins de déchets ou va faire en sorte de diminuer la quantité d'eau potable qu'ils vont utiliser. Là, ça, c'est lorsque la tarification est variable. Dans les industries, les commerces et les institutions qui sont munis de compteurs d'eau, c'est le cas, mais il n'y a pas beaucoup de municipalités où il y a des compteurs d'eau résidentiels, là. OK. Donc, c'est surtout pour les industries, commerces et institutions, mais c'est dans les autres villes des provinces canadiennes, dans le secteur résidentiel, il y a aussi des compteurs d'eau potable, puis ça a vraiment un effet sur la consommation. Donc, il y a la tarification. Ensuite, il y a les taxes. En 2018, le gouvernement a adopté le projet de loi 122, donc la loi qui vise à reconnaître les gouvernements, les villes comme étant des gouvernements de proximité et à augmenter leur pouvoir à ce titre. Puis, le gouvernement du Québec a donné aux municipalités le pouvoir général de taxation puis le pouvoir général de redevance réglementaire. Donc ça, ce sont deux pouvoirs généraux. Puis les municipalités peuvent les utiliser pour financer certains services, modifier les comportements et tout ça, mais peuvent aussi les utiliser de manière éco-fiscale, là, donc dissuader certains comportements de la part des individus et financer des infrastructures, des programmes, des services avec les revenus qui sont tirés de ces taxes ou de ces redevances-là. Donc, le pouvoir général de taxation doit être toute taxe directe, là. Donc, par exemple, une taxe foncière, une taxe sur la superficie d'un immeuble et tout ça. Puis les fonds qui sont générés par la taxe, en vertu du pouvoir général de taxation, peut aller dans le fonds général de la municipalité. Donc, on Mhm. va à financer une infrastructure en particulier. Donc, vraiment, peut être utilisé de manière éco-fiscale, là, au bon vouloir de la municipalité. Le meilleur exemple de ça, c'est la taxe sur les espaces de stationnement. Donc, qui a été d'abord adopté par la Ville de Montréal en 2010. OK. Dans trois... Avant même, parce que la ville avait déjà un statut un peu particulier Ouais, en vertu de sa charte de voilà, métropole. voilà. Les villes de Montréal et de Québec disposaient de ce pouvoir-là depuis 2010. C'est l'ensemble des villes québécoises l'avaient demandé parce que la Ville de Toronto l'avait également, Ah, le pouvoir général de OK. taxation. Donc, la Ville de Montréal, en 2010, l'a adopté, la taxe sur les espaces de stationnement dans le centre-ville, dans 3 secteurs. Au centre-ville, des secteurs qui sont bien desservis en transport collectif et c'est vraiment des stationnements non résidentiels, donc des stationnements commerciaux d'une grande superficie. Et en 2023, la nouvelle administration a étendu, là, c'est les stationnements dans la zone D, donc vraiment à l'extérieur du centre-ville, mais les stationnements de plus de 20 000 mètres carrés. Ils sont assujettis à cette taxe-là et ça fait en sorte de générer des revenus importants pour la ville, d'une part, puis d'autre part, d'inciter les propriétaires de ces terrains-là à construire. Donc, ça a contribué à une densification du centre-ville. Donc, ça, c'est vraiment une meilleure pratique. Meilleure pratique qui a été répliquée à Longueuil cette année. Laval l'an dernier, mais Laval, c'est les surfaces imperméables. Donc, OK. c'est une mesure un peu différente des espaces de stationnement. Ville de Québec et aussi Gatineau. Donc, on voit qu'il y a une diffusion de cette pratique-là. Les 5 plus grandes villes au Québec, finalement, ont profité de ces nouvelles dispositions-là, de ces nouvelles compétences-là, pour essayer d'agir concrètement, à la fois pour se financer davantage, mais aussi pour dissuader des activités ou des usages qu'elles voulaient voir réduire ou disparaître sur leur territoire. Ouais, des usages sous-optimaux. C'est sûr qu'ils n'utilisent pas pleinement ce pouvoir-là parce que à Montréal, ça peut aller jusqu'à 50 du mètre carré, là, Ouais. ce qui est énorme, mais à Québec Québec, c'est très bas. Laval, ça va jusqu'à 1,50 du mètre carré, Oui. 50 sous du mètre carré, donc c'est OK. 50 fois moins que la taxe Mhm. montréalaise. Donc, ils vont vraiment la stratégie des petits pas, peut-être pour envoyer un signal de prix, parce qu'on se rappelle qu'à Montréal, quand elle l'a implanté, la taxe sur les espaces de stationnement, elle l'a fait de manière graduelle. Donc, la première année, c'était 50 du taux, deuxième année, 75 donc il y avait une certaine prévisibilité. Ouais. Donc, l'adoption graduelle des mesures d'écofiscalité pour envoyer un signal de prix aux propriétaires, aux consommateurs, tout ça, c'est vraiment dans les meilleures pratiques parce qu'on permet aux gens de modifier leur comportement avant d'avoir à payer, là. Mhm. Donc, Puis tu as mentionné la troisième chose, qui est la redevance de développement, voilà. avec laquelle on est quand même moins familier qu'avec les taxes. C'est un principe assez facile à comprendre. Ouais. En quoi ça consiste, une redevance de développement pour une municipalité? Ouais. Ben, en fait, le troisième pouvoir, donc tarification, pouvoir général de taxation, pouvoir général de redevance réglementaire. Ah, réglementaire. C'est différent. La redevance de développement, ce pouvoir-là a été donné aux villes en 2016, un peu avant le pouvoir général de redevance réglementaire. OK. Mais la redevance de développement, c'est un type de redevance réglementaire. Donc, si je peux expliquer la redevance réglementaire, vous allez comprendre le principe de la redevance de développement. Mhm. L'objectif, c'est de
Non pas financer des revenus généraux, mais de financer un programme, un service, une infrastructure auprès des personnes qui en génèrent le besoin ou qui en bénéficient. Donc, ça peut être ça l'objectif, ou l'objectif aussi, ça peut être de modifier les comportements. Si l'objectif de la redevance réglementaire est de financer un programme, un service ou une infrastructure, le fonds qui est constitué, parce que les sommes doivent être versées dans un fonds constitué, il ne peut pas afficher de surplus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une adéquation entre le besoin qui est généré par l'activité et le prix de la redevance. Alors que si l'objectif, c'est de modifier le comportement, écofiscalité, le fonds peut générer des surplus. C'est un peu normal parce que si on veut modifier le comportement, il faut que ça soit assez élevé pour modifier le comportement. Ouais. Donc, ça, c'est une distinction importante. Puis la redevance de développement, qui est un type de redevance réglementaire, l'objectif, c'est de financer les infrastructures qui sont rendues nécessaires par le nouveau développement immobilier et qui peuvent être utilisées, ces infrastructures-là, par l'ensemble de la population du genre. À cause du nouveau développement immobilier, on est obligé d'agrandir notre hôtel de ville ou d'agrandir la bibliothèque ou d'offrir une deuxième bibliothèque ou d'avoir une deuxième usine de traitement des eaux. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de calculer qu'est-ce qui est rendu nécessaire, c'est quoi la part attribuable au nouveau développement dans cette nouvelle infrastructure-là. Puis, pour financer les infrastructures qui sont associées à un nouveau développement immobilier, il y a comme deux manières. De un, il y a les ententes avec les promoteurs immobiliers. Les ententes avec les promoteurs immobiliers servent à financer ce qui est nécessaire au développement, c'est-à-dire aqueduc, égout, route, lampadaire, vraiment ce qui est généralement sur le site, puis ce qui est généralement à l'extérieur et qui peut être utilisé par l'ensemble de la population, c'est la redevance de développement, donc un et l'autre. Puis là, ça fait en sorte que, dépendamment du marché dans lequel on est, là, en ce moment, c'est un marché en surchauffe, là, donc le montant de la redevance va être répercuté sur le prix de vente. Mais dans des marchés qui sont moins vigoureux, généralement, c'est seulement une portion de la redevance de développement qui est incluse dans le prix de vente, donc qui revient au futur propriétaire. La redevance moyenne au Québec, là, le montant de la redevance moyenne la vingtaine de règlements qu'on a analysés, mon équipe et moi, c'est environ 15 000 la porte. Ah, c'est quand même conséquent. C'est quand même conséquent, mais c'est rien comparé aux redevances de l'Ontario. Dans les villes ontariennes, ça va jusqu'à 150 000 la porte. OK, ça, c'est C'est une autre dissuasif. ballgame. C'est vraiment un autre ballgame parce qu'ils peuvent financer beaucoup de plus de choses. Donc ici, au Québec, on peut financer tout ce qui est aqueduc, égout, hôtel de ville, parc récréatif et tout ça, mais là-bas, ils peuvent financer les transports collectifs. Maintenant, avec les nouvelles modifications au projet de loi 39 qui modifie la fiscalité municipale, on va pouvoir financer le matériel roulant avec la nouvelle redevance de transport là, qui vient d'être donnée, là, ce pouvoir-là aux municipalités. Donc, le Québec emboîterait le pas à l'Ontario dans cette mesure-là. Ferait en sorte que ces redevances réglementaires pourraient servir à des usages plus généraux que précis comme c'était obligatoire depuis la dernière réforme de la fiscalité municipale. La redevance de développement, il y a davantage de choses qui vont pouvoir être payées, effectivement. Le matériel roulant, les systèmes informatiques aussi. Mais en Ontario, c'est parce que les villes ont différentes compétences. Là, ils sont responsables les abris pour les sans-abri, là, les homeless shelters, puis les garderies aussi. Donc, services de santé, donc, puis aussi les écoles. Donc, il y a plein de choses dans le 150 000. Là, il n'y a pas juste les infrastructures municipales, là, il y a aussi les services sociaux. Donc, c'est difficilement comparable. Là. Quand les gens, souvent, ils sortent l'épouvantail de l'abordabilité, ouais, mais c'est parce qu'au Québec, c'est pas, on a comme une redevance dite minimale. Là. Donc, il y a ça, la redevance de développement. Il y a quelques municipalités plus petites, là, de plus petite taille qui en ont adopté au Québec. La plus grande à en avoir adopté une, c'est Terrebonne. Puis, il y a aussi la nouvelle redevance de transport qui peut être utilisée, donc en vertu des modifications à la loi sur la fiscalité municipale. C'est un projet de loi qui modifie un paquet d'autres lois aussi. Un projet de loi 39 qui a été adopté en décembre dernier. Les villes vont pouvoir adopter des redevances de transport. Donc ça a été demandé par la Ville de Québec. Donc, financer les services. Puis dans les services, ça inclut à la fois les infrastructures et l'exploitation. Donc, c'est une redevance de transport à la TransLink. C'est pas une redevance de transport à la ARTM/REM. Donc, TransLink, l'opérateur général et le planificateur général de transport collectif dans la région métropolitaine de Vancouver, Colombie-Britannique, qui a aussi une composante politique, qui a aussi une assise décisionnelle. D'une perspective d'administration publique, tu as l'impression que c'est aussi ce qui est en train de s'opérer. Au Québec, on est en train d'adopter les principes
politique et de planification de la région de Vancouver? Ah, ben, j'aimerais ça, mais je pense pas. Non? Je pense que c'est simplement du point de vue du financement, parce que les villes demandent du financement pour l'exploitation des transports collectifs au Québec. Il y a une crise de l'exploitation, puis le gouvernement, je pense que la volonté, c'est d'habiliter les villes, de donner la capacité aux villes, si elles veulent le faire, de le financer, Mhm. de financer elles-mêmes leurs services. Parce que le modèle de la redevance de transport dont dispose la RTM pour le REM, c'est vraiment juste pour le volet infrastructure. Donc, dans un rayon, par exemple, le REM, là, c'est de 500 mètres à 1 kilomètre des stations du REM. Mhm. Il y a une redevance de transport à laquelle est assujetti les requérants de permis de construction sur les édifices qui valent, la valeur du permis, c'est de 780 000 et plus, donc les gros promoteurs immobiliers. Donc là, ça vient faire en sorte que les gens qui bénéficient de la nouvelle infrastructure, ben, paient pour cette nouvelle infrastructure-là. Donc, avec le REM, on va chercher jusqu'à 600 millions de dollars. On va la prélever pendant 50 ans. Puis, dans la région de Vancouver à TransLink, le modèle, c'est davantage celui dont les municipalités vont pouvoir se prévaloir. Ça va être l'ensemble de la zone desservie par TransLink. On peut prélever une redevance de transport pour tous les requérants de permis de construction. Puis, ça fait en sorte que, puisque le territoire est plus grand, ben, il y a une plus grande assiette. Donc, les seuils sont plus bas. Donc, les requérants de permis dont la valeur est de 55 000 et plus sont assujettis, par exemple. Le montant est un peu plus faible. Donc, il y a plus de gens qui contribuent, mais ça sert à financer l'ensemble du plan de développement de TransLink. Donc, De incluant... l'ensemble Ouais, de la région métropolitaine. voilà. Donc, les villes vont pouvoir faire ça au Québec. C'est quand même assez intéressant. Hmm. Ce à quoi s'ajoute la taxe sur l'immatriculation. Qui est appliqué initialement seulement sur l'île de Montréal, l'agglomération de Montréal, et qui là va être étendu à l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, donc 82 municipalités. Plus Saint-Jérôme. Et Saint-Jérôme, donc tout le territoire de la RTM, parce que c'est justement là que je voulais t'amener. Parce que ça a été le cas qui a été mentionné quand le règlement pour la métropole mixte avait été proposé par Montréal, le fameux 20-20-20, 20% de social, 20% d'abordable, 20% de familial. Presque tout le monde a dit vous venez de tuer la promotion immobilière sur l'île de Montréal parce que le règlement ne s'applique pas à Laval, ne s'applique pas à Terrebonne, ne s'applique pas à Sainte-Julie. Tous les promoteurs vont fuir le milieu où le règlement s'applique parce que là, les surcoûts réduisent leur marge de profit. Dès lors qu'on applique une redevance réglementaire ou qu'on applique une taxe sur le territoire d'une seule municipalité, mais pas sur celui de sa voisine, il y a un effet quand même de distorsion. Sur le marché, le promoteur immobilier va être bien plus intéressé à aller développer sur le territoire d'une municipalité où il n'aura pas ces frais additionnels-là, n'est-ce pas? Oui, parce que les promoteurs préfèrent la mesure de la captation de la plus-value foncière parce qu'ils n'ont pas à la payer upfront. C'est les propriétaires qui vont avoir à la payer, tandis que là, il faut qu'ils paient lors de l'émission du permis de construction. Donc, ça s'ajoute aux frais fixes là, à la construction là, pour avoir l'autorisation de se construire. Donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait une certaine concertation. C'est pour ça que moi, je recommande que c'est toutes les municipalités qui ont un indice de vitalité économique positif devraient adopter une redevance de développement. Ça diminuerait la compétition intermunicipale là, parce qu'il y a une compétition entre les villes pour garder le niveau de taxation le plus bas possible. Donc, c'est sûr que ça serait préférable qu'il y ait une certaine coordination, mais c'est ce qu'on voit, tu sais, les redevances de développement en ce moment, c'est pas mal dans la région, les villes de la couronne de Montréal. Donc, il y a une certaine cohésion là, à cet égard-là. Là. Donc, ça, c'est positif. Le futur de la fiscalité municipale semble quand même se dessiner dans les réformes récentes. Les volontés maintes fois répétées par les municipalités québécoises dans chaque renégociation du pacte fiscal avec Québec, ça a toujours été donnez-nous de nouveaux moyens de diversifier nos sources de revenus. Là, manifestement, le portrait que tu nous as présenté, c'est que ces diversifications de sources de revenus-là, elles ont été offertes. Ces méthodes-là pour acter concrètement, disons, la réduction du navettage en voiture, la réduction de l'expansion urbaine sur les milieux humides, les terres agricoles et tout. Il y a beaucoup, beaucoup de municipalités qui se servent pourtant pas encore de ces nouveaux outils-là dont on les a dotés. Oui, absolument, parce que ça demande une certaine capacité administrative. Puis les villes sont aussi frileuses parce qu'ils ont peur des poursuites, vu qu'ils sont les premières à entrer dans ce marché-là, des marchés réglementaires. Donc, il y a une certaine crainte. C'est pourquoi on travaille sur l'élaboration d'outils là, pour que les municipalités puissent adopter ces nouveaux pouvoirs-là, ces nouvelles compétences-là.
Puis, tu sais, je pense qu'on est la province au Canada où les municipalités ont le plus de pouvoir, là, quasiment, là, pour l'adoption de différentes taxes et redevances. Donc, c'est ici aussi qu'il y a une plus grande diversité parce que c'est pas répandu, mais les outils qu'on a créés, comme par exemple la taxe sur le coefficient d'occupation du sol, qui est une invention québécoise, ben, il y a une très belle diversité de ces outils-là ici. Je pense que la seule qu'on n'a pas maintenant, c'est la captation de la plus-value foncière aux fins de revitalisation dont les villes albertaines et manitobaines disposent là, pour les projets de revitalisation, de décontamination et tout ça. Puis tout le reste, maintenant, on les a, là, de la taxe sur les logements vacants. Donc ça, les municipalités sont habilitées à adopter des règlements qui encadrent les logements vacants là, depuis décembre dernier. Donc on Mhm. va pouvoir s'arrimer sur ce qui se fait en Ontario puis en Colombie-Britannique. Puis je pense que c'est quand même de bon augure là, que les villes aient ces pouvoirs-là. Puis souvent, les gens, ils ont une capacité de payer limitée là, en matière de... C'est toujours délicat là, pour les gouvernements. Ils voient les hausses de coûts des services municipaux, puis ils doivent augmenter les taxes là, pour permettre de ne pas faire de déficit parce qu'ils peuvent pas faire de déficit. Puis là, c'est là où il faut voir, tu sais, dans la répartition du financement entre les différents paliers de gouvernement, peut-être qu'on pourrait donner davantage d'espace fiscal pour que les municipalités puissent augmenter leurs taxes puis l'utilisation de leur pouvoir de prélèvement, là. Donc ça serait à réfléchir. Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il se pourrait aussi qu'il y ait une crainte de la part de certaines municipalités d'être perçues comme étant trop peu favorables au développement, de mettre trop de restrictions sur la promotion immobilière, de ne pas offrir un environnement, un écosystème propice à l'investissement, si elles réglementent trop, si elles taxent trop, si elles instaurent trop de redevances réglementaires? Est-ce que Mhm. dans tes recherches, tu as pu constater une certaine frilosité de la classe politique face à ça, ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un enjeu administratif? Ben, généralement, les villes, ils ont déroulé le tapis rouge au développement immobilier, là. Les municipalités, il y a des promoteurs qui viennent, qui leur disent on veut développer, puis les villes n'ont pas tendance à adopter de redevances de développement, n'ont pas tendance à adopter de règlements d'inclusion non plus. Puis c'est les portes ouvertes, là. Il y a des développements immobiliers à Québec, là, il y a des milliers de portes qui se construisent, puis on n'a pas demandé un bout de terrain pour le logement abordable, ni un bout de terrain pour le logement social. Ça, c'est le tapis rouge, là. Mhm. Fait que je pense qu'il y a un certain équilibre à atteindre, là, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, où les villes tu sais, doivent fournir des terrains pour le logement social, par exemple, pour différents programmes. Donc, je pense qu'il faut de la place pour tout le monde. Il y a de la, tu sais, là, on met la table pour que le logement privé se construise davantage. Là. On mise beaucoup sur le privé pour la construction, mais je pense qu'il faudrait aussi regarder du côté des OBNL, là, puis du logement coopératif, communautaire et tout ça, dans les activités de relance. Puis le gouvernement vient aussi, tu sais, il y a beaucoup de red tape, là, des freins administratifs là, qui freinent parfois le développement immobilier, puis qui fait du pas dans ma cour, là. Donc, avec le projet de loi 31 sur l'habitation, on va permettre aux villes de déroger à ses propres règlements pour autoriser des projets de densification qui dépassent d'un tiers la hauteur, par exemple, permise. Donc là, on va pouvoir contourner le processus référendaire de cette manière-là. Il y a des PPU qui sont adoptés pour contourner le processus référendaire. Donc, tu sais, je pense que dans un contexte de pénurie de logements comme ça, pendant un certain bout de temps, on va devoir peser sur l'accélérateur. Mais tu sais, c'est parce que le problème avec peser sur l'accélérateur et avoir les portes ouvertes pour le développement et ne pas Mhm. prélever de redevances parce que ça coûte aussi à la ville là, en infrastructure municipale. La ville, parfois, dans plein de secteurs, doit faire les travaux pour accueillir le nouveau développement. Fait que peut-être que certaines villes vont vouloir, oui, imposer des redevances de développement pour payer les infrastructures, mais faire un certain compromis et la taxe foncière va pouvoir varier en fonction de secteur Mhm. et en fonction de n'importe quelle caractéristique au rôle d'évaluation. Et il va pouvoir y avoir un croisement des deux variables, secteur et caractéristiques du rôle. Mhm. Ben, Donc ça ajoute une là, complexité administrative. oui, absolument. Mais donc, ça incite, dans le fond, il y a aussi une volonté de pouvoir dire, dans certains milieux où on veut qu'il y ait de la consolidation, on est capable de venir abaisser les taux de taxation pour réduire le signal prix de construire là. Et dans certains secteurs qu'on cherche plutôt à préserver de l'expansion urbaine, on augmente les taux de taxation parce qu'on veut dissuader la promotion immobilière dans ce secteur-là. On pourrait voir ça comme ça. Ça serait une manière de voir les choses. Fait que peut-être qu'il y a certaines municipalités qui vont dire, d'accord, on va prélever une redevance de développement pour ces nouveaux projets-là, pour lesquels on a besoin de fournir des infrastructures davantage, donc augmenter la capacité des réseaux d'aqueducs et d'égouts, notamment. Mais par contre, on va
ben, c'est les taux de taxes foncières dans ces secteurs-là. Donc, ça va pas s'annuler nécessairement, mais ça peut avoir un effet parce qu'on le sait que le niveau de taxes foncières est capitalisé dans le prix. Ça veut dire que dans les secteurs où les taux de taxes foncières sont les plus bas, les prix sont plus élevés, les prix de vente sont plus élevés. Donc ça va permettre aux promoteurs immobiliers d'aller se chercher là, d'aller se chercher des marges quand même de profit intéressantes, là. Ce qui est initialement, pour eux, presque toujours ce qui fait la différence entre on va de l'avant ou non avec le projet, indépendamment de sa vertu écologique, de sa localisation propice à l'utilisation du transport collectif. Oui. Pour une municipalité qui voudrait se montrer comme étant exemplaire, quelles mesures tu as pu observer dans tes recherches dont elle devrait s'inspirer ou qu'elle devrait reproduire, qu'elle pourrait prendre d'ailleurs? Quelles innovations en matière de taxation, de tarification ou de redevance mériteraient d'être ajoutées au Québec, selon toi? La captation de la plus-value foncière. Donc ça, si on explique le mécanisme, c'est avant d'annoncer un projet d'investissement public de décontamination, de revitalisation, on fait une évaluation au temps 1 des valeurs foncières. Puis après qu'on ait annoncé le projet et pendant qu'on fait les investissements, donc pendant 25 ans de manière subséquente, à chaque année ou à chaque 3 ans, on fait un rôle d'évaluation et tout ce qui est jugé incrémental, donc attribuable à l'investissement public, c'est taxé à un taux égal ou supérieur au taux de taxe foncière et ça va pour rembourser les investissements. Donc ça, c'est une meilleure pratique. Aussi, il y a des États qui font le split rate taxation, donc la valeur du terrain puis la valeur du bâtiment. Il y a des taux de taxation différents qui favorisent la requalification. Il y a des acteurs qui plaident pour ça. Je pense que ça vaudrait la peine de l'étudier. Puis sinon, au Québec, la taxe sur les espaces de stationnement, c'est vraiment une meilleure pratique. Puis aussi, il y a la ville de Laval, avec laquelle j'ai travaillé pour l'élaboration d'un programme en écofiscalité 2024-2029. Donc, en ayant une planification stratégique, disons, là, sur 5 ans, qui a été construite aussi en collaboration avec les services administratifs. Aussi, on a consulté le comité consultatif en environnement, par exemple. Donc, ça permet d'identifier les mesures qu'on veut prioriser, qui sont les moins coûteuses à implanter, qui nous permettent de rencontrer les objectifs de politique publique qu'on poursuit. Donc, avoir une identification puis un phasage des mesures sur 5 ans, ça permet d'orienter l'action publique. Donc, ça serait une meilleure pratique. Puis d'avoir aussi une stratégie d'optimisation. Puis là, ça, c'est pas la ville de Laval, mais savoir comment on va utiliser les nouvelles dispositions là, en matière de taxation foncière là, par secteur puis par catégorie. Il faut vraiment prendre le temps de penser. Il y a la ville de Gatineau qui a adopté un règlement récemment. La ville va diviser les secteurs en fonction des unités de voisinage là, aux fins d'évaluation. Là. Ouais. Donc, il y en a 1000 quelques sur le territoire. Elle va les faire varier les taux en fonction de ces 1000 quelques secteurs-là. Donc, ça va permettre d'avoir un moins grand écart entre les propriétés là, en termes de financement. Donc, je ne sais pas si c'est une meilleure pratique. C'est avec le temps qu'on va voir comment on va pouvoir croiser des caractéristiques au rôle avec 1000 secteurs. Ça, je ne le sais pas comment. Je ne sais pas. Fait qu'il C'est faudrait un prendre le travail temps. herculéen Ouais, ouais, du fin grain de l'analyse très très fine, puis ouais. des effets à mesurer sur au moins le moyen terme. Oui, puis il y a une autre chose aussi, c'est sûr que les plus grandes municipalités ont davantage de capacité, mais Ouais. les plus petites, puis ça c'est contre-intuitif, mais parce qu'elles sont plus agiles, sont plus, tu sais, les petites et moyennes municipalités là, sont plus à même d'adopter rapidement des règlements. Puis c'est plus simple aussi de calculer, par exemple, l'impact d'un nouveau développement sur les infrastructures municipales dans une plus petite municipalité. Donc il y a des choses intéressantes aussi à regarder de ce côté-là. Super. Ouais. Fait que, ben, si on cherche à conclure, assurément, avec tout ce que tu nous as mentionné, c'est vrai que les municipalités québécoises ont encore une part du lion de leur financement qui leur provient de la taxe foncière. Mais clairement, leur dépendance à la taxe foncière est plus du tout ce qu'elle était. Elles ont des outils concrets pour agir, pour réduire la consommation d'espace dans des milieux périphériques mal desservis, réduire leurs dépenses en infrastructure dans ce secteur-là. Et elles ont plein de sources d'inspiration proches ou plein de mesures qui sont déjà mises en place dans certaines municipalités québécoises qui auraient intérêt à se propager pour être appliquées partout à l'échelle du Québec où il y a des enjeux en la matière, quoi. Oui, mais l'histoire n'est pas complète. Je pense que le problème structurel du financement des municipalités n'est pas résolu, même si les villes ont davantage de pouvoir. Puis je pense qu'on a besoin de davantage
transfert de points de taxes et de points d'impôt. Le gouvernement du Québec l'a fait là, avec l'équivalent de la croissance d'un point de TVQ, mais ça ne répond pas aux besoins. C'est pas assez. Puis l'éléphant dans la pièce, c'est le fédéral aussi. Est-ce qu'il y a de l'argent de la TPS, de l'argent des taxes d'assises, par exemple, sur l'essence, qui vont au fédéral, qui devraient revenir aux municipalités pour l'entretien du réseau routier, pour l'entretien de leur matériel roulant, C'est la prochaine étape, là. C'est le gouvernement du Québec a fait un chemin, mais les villes de l'ensemble du Canada ont des besoins similaires. Donc, je pense que c'est vers là qu'on devrait se diriger. Je pense que c'est le palier qui manque, là, mais le gouvernement fédéral ne peut pas intervenir directement au sein des municipalités québécoises. Donc, il doit passer par le gouvernement du Québec. Mais malgré ça, il devrait, notamment pour l'adaptation des infrastructures municipales au changement climatique. C'est à voir, là. L'histoire n'est pas finie, là. Ben, ça veut dire qu'on prendra le temps d'en rediscuter une prochaine fois dans quelques années pour voir comment ça a évolué puis quelles sont les perspectives pour la suite. Oui, d'ici 2-3 ans, là, il devrait y avoir des développements assez intéressants à cet égard-là. Restez à l'affût. Oui. Merci beaucoup, Fanny, pour ton temps, pour ton savoir. Merci à toi, Oli. Au plaisir. Voilà, c'est dit. L'époque où les municipalités québécoises n'étaient que des administrations locales dépendantes de la taxation foncière est bel et bien révolue. Bienvenue dans la nouvelle ère où elles sont des gouvernements de proximité, dotés de pouvoirs fiscaux beaucoup plus étendus et diversifiés, donc d'outils concrets pour atténuer la crise climatique. Si je devais résumer cet échange avec Fanny Tremblay-Racicot en 3 grandes lignes, ce seraient les suivantes. Premièrement, les municipalités québécoises font face à des enjeux et à des défis de plus en plus nombreux et importants en matière de transport et d'aménagement. Elles ont donc besoin de pouvoirs et de moyens étendus pour faire face à ces enjeux et relever ces défis. Deuxièmement, les réformes récentes de leurs compétences réglementaires et fiscales sont allées dans la bonne direction, mais il reste du chemin à parcourir. C'est particulièrement le cas pour les petites et moyennes municipalités, qui manquent de ressources techniques et financières pour emboîter le pas à Montréal, Québec, Laval, Longueuil et Gatineau. Troisièmement, enfin, les gouvernements du Québec et du Canada ont encore un rôle considérable à jouer dans la bonification des ressources et la diversification des revenus des municipalités. Lorsque de nouveaux pouvoirs leur sont conférés par les paliers supérieurs, les ressources techniques et financières doivent suivre. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous retenu de cet échange avec Fanny Tremblay-Racicot? Comment se dessine l'avenir de l'action locale en matière climatique et sociale? Écrivez-nous sur les médias sociaux de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'UQAM ou via le site villeintelligente.esg.uqam.ca. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Légendes urbaines.